Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente ce Toyota CHR. Je vous en ai déjà présenté deux, la version 4 roues motrices 200 chevaux, la version 1,8 litre 140 chevaux qui sera sûrement un des modèles les plus vendus. Et je vous présente aujourd'hui la version 200 chevaux en traction. Je vous refais un petit tour rapide de la voiture. Ensuite, on va se faire un essai sur quasiment tout type de route. On est à Ibiza, malheureusement, il n'y a pas d'autoroute ici. Je pense que le maximum qu'on va pouvoir prendre, c'est aux alentours de 100 km/h sur une petite parcelle, comme je l'avais fait avec la version 4 roues motrices. Et je vous donne les consos pour vous faire une idée de ce que ça donne, comme si on vivait à la campagne sans faire d'autoroute. Alors, Toyota CHR, il existe en 4 versions, on va dire. La version 1,8 litre 140 chevaux, la version 2 litres comme celle-là, 200 chevaux en traction, la version avec ce même 2 litres en 4 roues motrices, le WDI, All Wheel Drive Intelligent, qui amène un moteur supplémentaire à l'arrière en électrique, qui fait également 200 chevaux, et ensuite une version PHEV qui fait elle 220 chevaux, donc qui est repris de la nouvelle Toyota Prius, avec une batterie à l'arrière de 13,8 kWh qui donne une autonomie en 100% électrique d'environ 66 km de ce qui est annoncé, qu'on testera un petit peu plus tard. J'ai hâte de voir ce que ça va donner également. Là, c'est une petite batterie d'environ 1 kWh. On n'a pas vraiment de test d'autonomie puisque c'est pas fait pour pouvoir réaliser une partie directement en électrique. C'est le moteur qui gère lui tout seul pour ensuite faire des consommations très raisonnables normalement. On va voir ce que ça donne sur des petites routes comme ici où ça monte un petit peu, ça tortille, etc. On verra les consommations à la fin de cette vidéo. Je vous fais un petit débrief. Donc 4 versions différentes. On a un véhicule qui est devenu un tout petit peu plus petit, moins 3 cm sur cette voiture, 4,36 m de long maintenant, 1,83 m sur 1,56 m de haut. Au niveau du poids des voitures, la plus légère fera elle 1450 kg pour la version 1,8 litre traction. Celle-ci fait environ 1500-1550 kg, 1600 kg pour la version 4 roues motrices et 1700 kg environ pour la version PHEV. Elle existera dans 9 coloris différents. Et comme vous pouvez voir, il y a un petit peu un biton sur celle-ci, un biton un petit peu plus prononcé. Et c'est pas forcément sur tout. On peut avoir juste le biton sur la partie haute, on peut avoir ce biton plus prononcé également sur tout l'arrière en noir. Je trouve ça plutôt sympa, surtout avec ce coloris-là, ce doré avec les petites paillettes, magnifique. Voilà, moi j'adore quand c'est coloré. Enfin, j'ai besoin d'un petit peu de couleur dans la vie. D'ailleurs, pendant que j'y suis, merci encore aux plus des 100 000 personnes qui sont abonnées sur cette chaîne. Et puis, comme vous pouvez le voir, là, je porte un petit t-shirt qui m'aide à développer Mécanique Sportive. Vous pouvez les acheter, c'est les petites boutiques en dessous ou sur la partie shopping. C'est moi qui crée tous les designs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le Keep Calm and Launch Control. Moi, j'aime bien le Launch Control. Est-ce que vous avez d'ailleurs vu la compilation de Launch Control? J'avoue que j'adore ça. Bon, pas de Launch Control sur cette version aujourd'hui. On pourra retrouver 5 intérieurs différents selon ce qu'on voudra. On pourra retrouver au niveau des finitions soit une version dynamique qui sera elle l'entrée de gamme. Ensuite il y a la design, la collection comme ce qu'on a aujourd'hui. Et ensuite il y a la version GR Sport qu'on a essayé également sur la version 4 roues motrices par exemple avec des jantes en 20 pouces à l'intérieur un petit peu plus spécifique également. Là ce que j'aime bien c'est qu'on a même un petit peu de jaune à l'intérieur dans les sièges. Je trouve que ça fait des petites touches de rappel, c'est sympa. Et au niveau des jantes, on pourra aller du 18 au 20 pouces. Bon, on a pas mal de choses nouvelles sur cette voiture. Je vous redonne rapidement les nouveaux optiques à l'avant et à l'arrière avec ces feux 100% LED à l'avant comme à l'arrière. À l'arrière, on a ce très long bandeau LED. On a cette face avant qui garde un petit peu le même style mais qui était redessiné également, ce capot ici qui est nouveau en fait on va dire quasiment tout est neuf sur cette voiture. Le châssis reste principalement le même, il a été un petit peu renforcé et maintenant on a même ce grand toit vitré panoramique qui est juste du plus bel effet à l'intérieur avec un traitement infrarouge pour ne pas qu'il fasse trop chaud dans l'habitacle grâce à cette partie vitrée puisque souvent, vous savez, quand on se met devant la fenêtre et il fait chaud, et bien là, grâce au film, mais il ne fait pas trop chaud et en hiver, il ne fait pas trop froid non plus. Il y a vraiment tous les traitements qui ont été réalisés dessus et ça permet de ne pas avoir de store, ce qui fait gagner 5 kg à cette voiture. On a un rétroviseur central caméra grâce à une petite caméra positionnée à l'arrière. On a caméra 360 en HD partout sur cette voiture. Vraiment, ça monte en gamme. Ce CHR, j'ai presque l'impression d'avoir ce qu'on avait sur un RAV4. Mais il n'a plus grand chose à envier au RAV4 en fait, à part la taille. Mais d'ailleurs, ce format est un petit peu raccourci également de moins 3 cm pour amener ce côté plus compact possible à un SUV, puisque c'est vrai que les SUV c'est de plus en plus gros. Eh bien, je trouve que c'est une bonne idée de les diminuer un petit peu, parce qu'on n'a pas forcément besoin tout le temps d'énormément d'espace. On pourra également avoir une clé digitale. Mon téléphone pourra me servir de clé, donc
ça évite de se trimballer toujours avec la clé. Le téléphone, on l'a toujours sur nous de nos jours, hein. On sait que le téléphone, personne ne peut s'en passer. Eh bien, ça permet juste de s'approcher de la voiture et pouvoir déverrouiller la voiture et partir. Ça, c'est un petit plus. La voiture est également plus aérodynamique pour jouer sur le CX et également consommer le moins possible. On a 2 fois plus de plastique recyclé qu'avant, pareil pour l'intérieur et l'extérieur. On a des parties à l'extérieur qui sont des plastiques teintés directement dans la masse, qui permet de ne pas avoir à peindre, ce qui fait économiser encore 50% de CO2 sur la création de ces objets. Petit à petit, toutes les marques essayent de descendre un petit peu leur niveau de CO2 de la construction jusqu'à la fin du cycle de vie de cette voiture. Elle est toujours fabriquée en Europe, en Turquie, donc ça vient de pas trop loin, ça fait plaisir. Toyota essaye de localiser ses productions en Europe, tout comme la Yaris qui est produite en France. J'aimerais bien peut-être un jour aller visiter ça un peu, cette usine de la Yaris, ça devrait être sympa. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresserait que j'aille visiter des usines de chez Toyota, Renault, enfin peu importe les marques qui produisent en France, ou même Peugeot, ça pourrait être intéressant. Bon, très rapidement à l'avant, donc ce biton, des caméras là-haut pour les aides à conduite. On a la conduite de niveau 2, c'est-à-dire qu'on peut lâcher les mains et les pieds. Un capot qui est bien plongeant, ensuite c'est très vertical. Ici, le logo Toyota qui n'a plus de bleu maintenant, juste le logo Toyota qui est revenu comme avant. Là, cette signature lumineuse ici en forme de C, très sympa. Et cette grande bouche sur l'avant qui donne toujours ce côté caractéristique du CHR. Et c'est vrai que niveau look, il est... quand même, hein, il en impose et il a un style vraiment très atypique. Sous le capot, comme je disais, soit le 1,8 litre, soit le 2 litres, soit le 2 litres PHEV. Capteur ici pour les aides à la conduite, une petite caméra pour la caméra 360, les radars de parking et des anti-brouillards, et ensuite une lame ici qui remonte à cet endroit-là, et ensuite une lame un petit peu plus basse qui est en plastique, et ensuite qui vient faire le tour de la voiture. Donc le tour de la voiture, comme je vous disais, avec ces parties plastiques, les arches de roue comme ça qui font le tour. Selon les finitions, on peut avoir cette partie ici peinte ou pas, sinon ça peut être en plastique jusqu'à cet endroit-là. Là, on peut voir que c'est peint, sur les GR également, sur les collections également. Nouveauté, première fois chez Toyota, ces poignées affleurantes directement qui rentrent dans la carrosserie. Toujours ces formes triangulaires ici et ces parties ultra marquées, tout comme on retrouve ce triangle ici. On a là, les plis de carrosserie ici, plus ce triangle. Et alors ça, on l'a sur cette version, mais sinon, la partie noire s'arrête sur la partie haute ici. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Ça rappelle un petit peu les coupes franches de chez Peugeot, qui étaient plus vers ici, mais ça, et le fait que ça amène une sorte de flèche comme ça, on a l'impression, là, avec ça, la flèche, je trouve ça plutôt sympa. Et ce côté coupé, je pense que c'est une des voitures qui est le plus coupée de toute la production. Alors ça, ce serait intéressant à voir l'angle de cette vitre arrière par rapport aux autres véhicules, savoir qui a l'angle le plus à plat. Je pense que là, ils sont quand même assez bons. Sur le haut, on retrouve donc ce long béquet ici, et qui est pareil aérodynamique avec l'antenne type requin en plein centre, et ces parties plastiques ici, et ensuite là, le bloc optique que je vous montre sur la partie arrière. De ce côté-là, on pourra mettre 43 litres d'essence. Lorsqu'on fait le plein, ça nous indique environ 700 km d'autonomie. Au niveau des jantes, aujourd'hui, on a du 19 pouces qui remplit plutôt bien les arches de roue. On a le choix entre du 18, 19 ou 20 pouces sur les versions GR. Lorsqu'on utilisera les jantes en 20 pouces ou les versions GR, on aura une suspension spécifique avec de nouveaux amortisseurs qui ont un contrôle hydraulique à l'intérieur différent, avec des chambres totalement différentes qui filtrent les hautes et les basses fréquences d'une autre façon. Sur l'arrière, on connaît bien ce style de coupé, donc ce béquet ici, cette vitre très à plat, pas d'essuie-glace, puisqu'ils disent que comme elle est très à plat et que l'air vient passer ici, normalement c'est censé faire déperler. J'avoue que pour l'hiver, moi je suis pas très fan de pas avoir d'essuie-glace quand c'est sale, puisque ça a beau déperler, mais si ça déperle de l'eau sale, on n'a pas une très bonne visibilité. J'aurais bien aimé un petit essuie-glace caché ou quelque part. Après, bon, chacun son style. Et cette grosse partie ici, comme il y avait avant, mais là c'est devenu encore plus proéminent et ça fait le tour entier. Donc toute cette partie plastique avec les optiques, avec les longs bandeaux qui font vraiment jusqu'au centre, et le CHR, Toyota CHR, qui s'illumine de nuit lorsqu'on s'approche de cet endroit-là. Le logo Toyota, pareil, maintenant juste le logo en chromé. Toute la partie arrière est noire, c'est peint jusqu'ici. Ensuite, on a cette partie plastique ici, en plastique brut avec des capteurs de radar. Les réflecteurs ici, des petites zones qui donnent l'impression d'être des grilles d'aération, mais qui sont juste, pas perforées, mais qui sont juste imprimées directement dans le plastique. Le HEV, pour rappeler que c'était une version hybride. Et au niveau du coffre, on a la portière qui s'ouvre automatiquement avec 2 caméras au-dessus. Les caméras qui serviront également au rétroviseur central caméra.
Au niveau du coffre, plusieurs volumes selon la motorisation. 388 litres pour cette version aujourd'hui 2 roues motrices, 364 litres pour les versions 4 roues motrices. Et en PHEV, ce sera seulement 310 litres puisqu'on a une grosse batterie de 13,8 kWh. Oui, oui, je vous entends. Très bien, c'est vous qui décidez. Voilà. Le 1m80 75 kg rentre parfaitement ici. On a la banquette qui se rabat en 2 tiers, 1 tiers. On a des crochets à l'intérieur. Comme on a l'option JBL, j'ai un gros caisson de basse directement intégré ici. Je vous refais très rapidement l'arrière puisque j'ai déjà fait avec 2 voitures. Hop, l'installation. On se baisse un petit peu pour rentrer à l'intérieur. La portière, je viens la refermer ici. Portière entièrement en plastique. Lorsque j'ouvre la fenêtre, elle descend bien jusqu'en bas, ce qui me permet de pouvoir mettre ma main dehors. On retrouve un petit peu la même philosophie que sur l'ancien CHR, avec cette ligne qui tombe assez loin et moi qui me sens un petit peu enfermé à l'arrière. C'est une sensation un petit peu meilleure que dans l'ancien CHR tout de même. Au niveau des genoux, j'ai de la place. Il me reste encore 7-8 cm devant mes genoux. Le siège à l'avant est réglé pour moi. Au niveau de la tête, j'ai de la place. La banquette est bien, elle maintient bien. Donc j'avais dit dans la vidéo de la GR que ça maintenait bien et je n'étais pas sûr dans les autres versions, mais au final si, les autres versions également sont bien creusées. Alors le fait que ce soit pas une sorte d'Alcantara au centre, ça fait qu'on glisse un petit peu plus, mais on a quand même un bon maintien. La banquette est plutôt ferme. J'ai de la place au niveau de la tête, je suis bien installé. On a une LED au-dessus, là j'ai ce grand toit vitré qui fait vraiment plaisir. On n'a pas d'accoudoir central, mais une place ici au centre. On a la 3e ceinture qui est directement là. Un tunnel ici qu'il faut enjamber si on veut passer. Un petit port USB-C au centre. Pas de climatisation sur la partie arrière. La place du milieu qui est un petit peu ferme sur ses extrémités. Donc on sent un petit peu que c'est ferme. Donc traverser la France, ce sera peut-être pas forcément l'idéal ici. Mais pour dépanner en ville ou faire une demi-heure, 1 heure, ça ira. Au niveau des pieds, je ne peux pas mettre mes pieds vraiment revers moi puisqu'il y a des rails ici et des parties qui remontent. Mais sinon, je suis plutôt bien. Et surtout, j'ai cette grande vue panoramique et une visibilité sur l'avant. Moi, ce qui me dérangeait aussi un petit peu sur le CHR, c'est ces sièges qui sont extrêmement massifs. Et lorsqu'on est à l'arrière, en fait, on se sent enfermé. Et moi qui prends beaucoup les chauffeurs Uber qui ont souvent des CHR, j'avoue que j'aime bien me positionner à l'avant. Parce que là, en fait, je vois rien et il ne se passe rien dans mon endroit. Alors, le fait qu'il y ait un toit panoramique, ça amène quelque chose en plus quand même. Plus de visibilité et on se sent un petit peu moins fermé. Et on retrouve une poche seulement ici. Alors je ne sais pas pourquoi Toyota ne le fait pas des 2 côtés. Bonne question ça. Par contre ce qui est bien c'est que les ceintures sont bien sur le côté. Lorsqu'on rabat la banquette en 2 tiers, 1 tiers, la ceinture ne bouge pas et on a un plancher quasiment à plat. Hop, allez. Donc ça se met bien à plat. Par contre il y a un petit déport d'environ 7-8 cm par rapport au coffre. Pour aller accéder à l'avant, donc ces nouvelles poignées ici affleurantes, donc qui peuvent rentrer, voilà à quoi ça ressemble quand c'est rentré, et hop là. Les portes, une sorte d'Alcantara ici, alors ça c'est très doux, je sais pas comment ils le font, mais c'est moussé et c'est doux. Ensuite on a un bandeau LED qui traverse ici la portière, ce qui est nouveau, cette partie qui est moussée sur la partie haute. Le rétroviseur ressemble à ça. Là on a de la luminosité ici également. Ensuite, partie plastique dure jusqu'en bas. On a le réglage des fenêtres et des rétroviseurs juste ici. Blocage des fenêtres à l'arrière. La poignée, verrouillage du véhicule si on veut là ou là. Vous pouvez voir juste ici. Et un grand bac de porte où par exemple là on peut mettre une feuille à 4 et pas de grande bouteille ici. Mémorisation sur 2 positions des sièges puisque comme vous pouvez le voir, on a des sièges électriques. Les sièges sont un petit peu surélevés, on le voit, ils sont montés sur ces parties-là. Attention à ne pas faire tomber son téléphone juste en dessous, mais au final, on a plus de place que souvent. Double pédale puisque voiture automatique dans tous les cas. De couvrir le capot ici. Le volant est réglable en hauteur et en profondeur. Et les sièges ressemblent à ça. Donc avec la même couleur dans le siège ici. Donc c'est perforé directement et en fait c'est intégré dedans. Je trouve ça plutôt joli. Et c'est siège de chez Toyota. Je vais tourner la voiture pour pas que vous ayez d'ombre et de contraste ici. Désolé, j'ai du mal à vous comprendre. Alors, allez, je me recule pour vous refaire découvrir rapidement cet habitacle et cet intérieur volant en rond. Ici pour gérer le menu là-bas, le son, commande vocale, de ce côté-là, c'est les aides à la conduite, les modes pour la radio et changer de radio. Le klaxon en plein centre, ça derrière, ça inclut des caméras. Alors, je ne sais pas si vous voyez, là vous voyez peut-être que ça clignote un petit peu. Là voilà, vous voyez à gauche et à droite,
on voit qu'il y a des petites LED infrarouges, donc ça c'est pour détecter l'attention du conducteur. On a également un affichage tête haute juste ici, grâce à l'écran qui est là. Des haut-parleurs un petit peu partout sur les côtés, au centre, puisqu'on a la finition avec les JBL. On peut voir là le bandeau lumineux, alors je ne sais pas si vous allez vraiment le voir ici, qui traverse, alors qui s'arrête là, qui a également une reprise ici et qui repart dans la portière là-bas. C'est plutôt sympa. Pendant qu'on est sur la partie haute. Donc là, tout ça, c'est moussé, sauf des petits plastiques comme là. Un grand écran ici, 12,3 pouces. Et de ce côté-là, de quoi poser des affaires, des téléphones et autres. L'écran qui est full digital. Maintenant, on a toutes les informations en numérique. On a un aérateur ici, alors que je trouve très joli, comme vous pouvez voir. Le même de l'autre côté et au centre, les deux grilles juste ici. Le volant ressemble à ça, donc bien rond. Ça se fait de plus en plus rare, les volants ronds. De ce côté-là, le mode feu automatique avec un mode plein phare automatique derrière là-bas et de couvrir le coffre et la trappe à essence. Le clignotant et les appels de phare. De ce côté-là, c'est les essuie-glaces avec un mode automatique. Et donc, pas d'essuie-glace arrière. Pour démarrer la voiture, c'est ici, le gros bouton Power. L'écran, je vous l'ai montré rapidement. Je vous ferai peut-être une vidéo dédiée, si ça vous intéresse, à toute la configuration. Le bouton Warning, le bloc climatisation ici, avec le bizone pour l'avant, des sièges chauffants. Ensuite, on a de quoi activer des caméras, le parc assist, donc c'est pour que la voiture se gare toute seule, le volant chauffant, très important en hiver, et le pare-brise dégivrant. Un port USB-C pour connecter votre téléphone ici ou recharger. On a le chargeur par induction juste en dessous, on peut poser son téléphone parfaitement. Le nouveau système de chez Toyota pour le pommeau ici, qui n'est plus vraiment un pommeau, c'est vraiment ça se contrôle du bout des doigts. Donc pied sur le frein, hop, je tire vers moi, drive, je bascule sur le côté en restant neutre et vers l'avant, reculer. Et comme vous pouvez le voir, le reculer m'active des caméras, des belles caméras, et on peut choisir pas mal de choses. Parking, je rappuie juste ici et j'ai le mode B en tirant vers moi lorsque je suis en mode drive. Le drive mode ici, donc on a le choix entre, donc on va commencer par le Eco avec ses couleurs, le normal en gris, le sport en rouge et le custom que je peux personnaliser avec la conduite, l'accélération et la direction. Je vais me remettre en éco tout de suite. Ici, le mode EV pour forcer le mode électrique. Si par exemple, j'arrive chez moi le soir tard, que je ne veux pas réveiller ma femme parce que je suis sorti un peu trop tard. Mode EV, j'arrive en toute discrétion. Le mode pour désactiver l'ESP, le auto hold pour la ville et le frein de stationnement. Ici, on retrouve une partie un petit peu moussée et la clé est ici. On a un bac de rangement et cette partie ici est coulissante. Comme vous pouvez voir, on a une petite profondeur assez sympa. Ça, par exemple, voilà. Je suis pas sûr qu'on puisse rentrer les bouteilles 50 centilitres. Non, ça m'étonnerait. Et un autre port USB-C ici avec la prise allume-cigare. Là-haut, le rétroviseur caméra. C'est pour ça qu'il y a une deuxième caméra à l'arrière. Ça avec les lumières et la touche SOS en plein centre. Le pare-soleil ici. Pare-soleil avec son grand miroir et sa LED. Et le micro ici. Et juste au-dessus, ce grand toit vitré ici qui fait plaisir. Vous pouvez le voir, il est généreux. Et à l'arrière, les places d'arrière. Bon, allons essayer cette voiture, voir ce que ça donne sur la route. C'est là où c'est assez important aussi, maintenant que vous avez découvert tout l'intérieur. Allez, c'est parti donc, cette fois-ci, dans cette version 2 litres, 200 chevaux, traction. Drive, à chaque fois qu'on passe en drive, qu'on est en parking, ça me verrouille les portières. Moi, je trouve ça plutôt agréable. Et let's go. Ça. On va voir ce que ça donne. Bon, chez Toyota, comme d'habitude, on part toujours dans le calme, toujours ce côté électrique, enfin la plupart du temps. C'est assez facile. Et c'est surtout ce silence, moi, à chaque fois qui me fait énormément plaisir. Donc là, on a réinitialisé toutes les données de consommation. On est parti à 0, il y a le plein de fait, 600 mètres à gauche, au bout de la route. Toujours. Activer, désactiver. Ça m'affiche 698 km d'autonomie avec le plein, donc quasiment 700 km. On va voir ce que ça donne niveau consommation. On se refait une grande boucle, voir ce que ça donne et je vous fais un petit débrief à la fin des consos. Alors, on avait essayé la version AWDI All Wheel Drive Intelligent qui était donc 4 roues motrices. Cette fois-ci, c'est le même moteur 2 litres mais en traction cette fois. On a toujours, comme toutes les voitures récentes, l'aide au démarrage en côte.
Là, en plus, on a côté élec, donc ça facilite encore plus. Chaque fois que je m'arrête, déjà il n'y a plus besoin de jouer avec l'embrayage et autres. C'est quand même beaucoup plus facile ces voitures. Et on repart franchement même dans le calme. L'avantage de l'électrique, c'est qu'il y a déjà beaucoup de couple dans ce moteur électrique. Et ça reste vraiment bien utilisé au quotidien. Et comme je disais, on pourrait carrément rouler juste même en électrique si on avait une plus grosse batterie. C'est top là ce toit, hein. J'ai l'impression que ça fait une lumière qui était allumée dans la caméra que je vois là. Mais ça aussi c'est ultra plaisant sur ce nouveau CHR. Ce grand toit vitré. On en profite surtout quand on est à l'arrière, puisque ça offre une visibilité sur l'avant. Alors que quand on est sur l'avant, on en profite moins, je trouve. La pédale de frein très progressive. On a une voiture qui se veut plutôt typée confort. Celle-ci est un petit peu moins confortable normalement que la version 4 roues motrices. La version 4 roues motrices avait une suspension spécifique qui donnait à l'intérieur des butées un petit peu différentes, l'huile qui passait différemment et qui filtrait différemment les hautes et les basses fréquences, ce qui était très intéressant. Mais c'est quand on a des jantes de 20 pouces ou qu'on a les versions GR. Sinon, pour la ville, je trouve que chez Toyota ils sont très bons. On a toujours ce moteur ICVT, alors quand on accélère fort ça monte haut dans les tours, on le verra tout à l'heure sur les petites routes de montagne, mais pour la ville, il n'y a pas d'intérêt à forcément rouler plus fort. Le mode normal est très bien, ou sinon je peux même passer en mode éco. Le mode éco qui essaye de baisser un petit peu à chaque fois les régimes et faire en sorte que ça consomme le moins possible. On a également un gros sorte de gros double vitrage qui insonorise super bien. Alors ça je trouve que c'est l'option à prendre absolument sur une voiture. Ça change radicalement une auto et surtout le confort qu'il y a à l'intérieur. On a le JBL plus le vitrage insonorisant et on se sent bien à l'intérieur si on se met la radio avec de la bonne radio DAB ou la musique par son téléphone. Franchement, on en profite bien dans ce nouveau CHR et je trouve qu'il y a vraiment une grosse évolution par rapport à l'ancien. Ici c'est 60, il faut faire attention parce qu'il y a pas mal de radars ici à Ibiza. Donc on a également toutes ces aides à la conduite. Là je vais mettre mon régulateur adaptatif, comme ça me permettra également de ne pas me tromper sur la vitesse. Donc 60 km/h, toutes mes aides à la conduite. Vous voyez là ça tournait quand même pas mal. Conduite de niveau 2, moi je trouve ça top pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, hein. Je me répète souvent mais je trouve ça trop bien. Ça me permet de vous regarder, je fais confiance à la voiture, il y a détection des piétons, des croisements, etc. Freinage d'urgence. On peut faire quand même pas mal confiance aux voitures de nos jours. Et puis à 60 km/h, c'est franchement bien sonorisé. Là il y a le moteur qui tourne. Je trouve ça bien. On a un petit peu le bruit du moteur, on l'entend légèrement. C'est très confortable. J'aime beaucoup ce nouveau CHR. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, même au niveau de l'intérieur, mais déjà rien que ça, je trouve que ça rend la voiture un peu plus premium, mais même le rétro caméra. Il y a plein de petites choses comme ça, des petites touches par-ci par-là, qui font que la voiture elle a vraiment évolué et l'impression que ça monte quand même. Et c'est l'avantage également, c'est que les technologies redescendent petit à petit sur les modèles inférieurs. Et ça donne l'impression que maintenant, certains modèles qui à l'époque étaient vraiment simples, deviennent très très cool. Et comme toutes ces technologies arrivent des gros modèles qui valent plus cher sur des modèles plus accessibles, il y a des fois que je me pose la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre une voiture hyper chère puisqu'on a tout ce dont on a besoin dans les voitures qui deviennent plus petites, plus compactes. Et c'est vrai que l'avantage de ce CHR, c'est qu'on a quand même un SUV, on a un petit peu de place, on a un coffre correct, enfin pour moi, je vois pas l'intérêt de prendre un gros RAV4 par exemple, selon l'utilisation qu'on en a bien sûr. Allez, ça passe à 80, je relance de moi-même. Si je relance assez fort, ça monte vite haut dans les tours. Ensuite, je me remets mon régulateur à 80. Le régime se restabilise assez rapidement. 80 km/h. On entend un petit peu plus les bruits de roulement qui remontent dans l'habitacle. Mais ça reste plutôt contenu. J'ai très légèrement des bruits du vent. Mais
Mais c'est pas gênant, la voiture suit toujours bien ses lignes. Ouais, ça reste agréable, là on est sur un goudron qui est plutôt propre ici. Et franchement, c'est une bonne auto, hein. En tout cas sur ce genre de route, ça donne envie de faire du chemin et de traverser un petit peu toute l'île, là par exemple, à Ibiza ou à la campagne, aller se balader. Elle est plaisante, franchement. Alors regardez, je vais vous montrer, là par exemple, je relâche ma pédale de l'accélérateur, je touche à rien, je suis en roue libre, et quand la voiture de devant ralentit, la mienne ralentit également grâce au capteur, même si je n'ai pas activé mon régulateur adaptatif là. Donc ça c'est quand même un vrai plus, c'est-à-dire que c'est une aide supplémentaire qui est directement inclue, et ça aide à anticiper également, et ça crée du freinage régénératif tout seul. Et ça permet, voilà, d'être un petit peu plus cool et de freiner juste sur la fin. Si ça ralentit juste, la voiture se met en roue libre, et quand elle sent que ça ralentit devant, elle va ralentir d'elle-même. Donc elle essaye de préserver au max l'inertie qu'on a, donc rester en roue libre, et ensuite elle se dit tiens, je vais freiner. Et c'est quand même assez intelligent, hein. Alors je vais me mettre en mode sport, là on est sur une grande ligne droite, il n'y a personne, allez, go. 30, 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90 et 100. Ça y va franchement correctement, on n'a pas besoin de plus. Ce qui peut faire un petit peu bizarre au début, c'est qu'il n'y ait pas de vrai passage de rapport, c'est que le moteur reste haut dans les tours. Mais une fois qu'on s'y habitue et qu'on sait que ça fonctionne comme ça va. Et je trouve que le moteur, on l'entend un petit peu, mais pas tant que ça quand on est vraiment en mode sportif et vraiment à fond. Donc ça, 0 à 100, ça marche plutôt bien. On va voir ensuite, on va aller sur des petites routes, voir ce que ça donne. Quelques dodanes ici, dans cette rue. La voiture se vaut plutôt confortable. Même sur ce genre de route où c'est du vieux goudron gris. Je fais exprès de pas trop ralentir. Alors, la voiture se veut quand même plutôt typé confort. On va le voir ensuite sur les petites routes ce que ça donne en dynamique. Mais pour le quotidien, il n'y a pas grand chose à dire. Alors lorsqu'on passe par exemple du mode éco, là je suis en éco, j'appuie un quart de pédale, ça y va vraiment cool. Je fais la même chose en mode normal, ça relance un petit peu plus. Je fais la même chose en mode sport. On sent qu'en mode sport surtout, ça crée une sacrée différence et on a beaucoup plus de couple, beaucoup plus de puissance. Le moteur nous emmène beaucoup plus rapidement, surtout sur la pression de la pédale. On va le sentir à ce moment-là. Et c'est vrai qu'en mode sport, c'est beaucoup plus nerveux, c'est beaucoup plus réactif. Le mode normal fait bien le job. Moi j'aime bien conduire en mode éco, puisque le but d'avoir ce genre de voiture en hybride comme ça, c'est de rouler à la cool. Et j'aime bien me faire justement me dire tiens, je vais essayer de consommer le moins possible. Et à chaque fois que j'ai une voiture hybride ou électrique ou hybride rechargeable, je me dis c'est bête de pas essayer d'en profiter, de faire des basses consommations. Donc là je roule vraiment normal depuis tout à l'heure, mais le but c'est quand même de rouler en éco-conduite. Je trouve ça plus intéressant avec ce genre de voiture. Et si on faisait tout ça, je pense qu'on sauverait des millions de litres et des millions de kilos de CO2 à l'année. Bon, j'avoue que j'essaye de le faire comme ça parce que des fois j'essaye des trucs qui polluent un petit peu. C'est pour me racheter une bonne conscience. Mais sinon... Bon, on va essayer de façon dynamique. Et là, le bip que vous avez entendu, c'est à chaque fois que je regarde pas en face de moi, ça bip. C'est un petit peu embêtant à force. Bon. Donc là, ça tourne pas mal. J'étais une moyenne de 5,4 litres jusqu'à là. Ça accélère bien, ça freine progressivement. Ça tient plutôt bien. On sent que ça s'appuie un peu. Mais alors, elle se vautre pas lorsqu'on va la mettre en appui dans un virage. Donc ça, c'est agréable. Par contre, si je fais ça, là, je sens par contre que le réglage de la détente, c'est vraiment... les compressions détente, c'est vraiment fait pour que ce soit confortable. C'est absolument pas fait pour que ce soit dynamique. On sent que la voiture, elle peut y aller, elle peut rouler vite, mais pas sportivement. On peut avoir un bon rythme, mais c'est pas fait pour, là par exemple faire ça. Là, je sens que que les aides à la conduite vont tout de suite me reprendre. Si il commence à y avoir la moindre petite dérive de l'avant ou de l'arrière, la voiture va faire en sorte que
on roule de façon normale. C'est pas plus mal, puisque bon, c'est pas une voiture de sport. Mais on aurait peut-être aimé un petit côté dynamique, un peu plus prononcé. Mais pour 99,9% des gens, je pense que vous avez préféré une voiture confortable au quotidien, puisqu'on roule pas tous les jours de façon sportive. Mais on peut y aller quand même assez fort, hein. Et ça tient pas trop mal. C'est avoir une légère tendance à sous-virer. Mais le sous-virage, comme je l'explique souvent, c'est pas très grave. C'est l'avant qui glisse un petit peu si on tourne. Pour annuler ce phénomène, c'est juste un petit peu de pied sur le frein. Ça appuie un petit peu l'avant. Alors attention à pas aller trop fort pour pas que ça emmène trop l'arrière. Mais c'est pas traître ou quoi que ce soit. Ça reste sain. Et comme je dis encore une fois, c'est une voiture qui est faite pour rouler comme je le fais là, maintenant, et pas de façon forcément très dynamique. Alors, je suis retourné sur la zone où j'avais essayé la version 4 roues motrices pour tester la suspension. Alors donc là, on n'a pas la même. Mais pour rien vous cacher, eh bien, je ne trouve pas vraiment de différence ressentie comme ça. Enfin, comme je l'ai essayé hier. Donc j'ai peut-être un petit peu oublié, mais dans tous les cas, ça reste même très très confortable là. Pourtant c'est quand même très dégradé, il y a des pierres et autres. Et franchement, ça reste plutôt confort. Même selon les gros trous et autres, je vais essayer de faire en sorte de passer dedans. Là par exemple, hop, ici il y a les gros trous. Ce qui est bien, c'est que ça reste un SUV, donc garde au sol assez haute. On a quasiment une vingtaine de centimètres. Ça reste très agréable. Franchement, rien à dire. Et même, enfin, il y a vraiment de gros cailloux. Et si je fais exprès de passer dedans là, non, ça reste hyper confort. Moi, même pour du chemin de campagne ou autre, il y a quand même de gros trous. Bah, pour moi c'est ça un SUV, hein. Ça a pour but d'aller un petit peu jouer sur du chemin et autres. Très bien. Bon, pour le moment j'en suis une moyenne de 4,9 litres au 100 km. Ça fait combien de temps que je roule? Ça fait 1h21. Donc c'est pas mal, hein. Allez, je continue. Et je vous fais un petit débrief à la fin en arrivant. Donc on peut voir l'éclairage qu'on a ici sur le côté, au centre, là-bas. Même dans le tunnel, ça reste franchement bien insonorisé. Je trouve ça vraiment agréable. Dans ces 70 ici dans ce tunnel. Même quand il y a des scooters ou des motos qui passent, je trouve ça vraiment pas mal. Donc on peut voir l'éclairage blanc partout, le compteur digital, l'écran et ça qui traverse vraiment tout l'habitacle. C'est plutôt joli. Et c'est franchement pas mal insonorisé ici à l'intérieur. Même quand les voitures passent, c'est vraiment très agréable. Il devrait y avoir un petit bout de 100 km/h juste ici. C'est le seul bout de l'île où j'ai trouvé 100 km/h. Donc à Ibiza, on ne peut pas rouler franchement vite. Allez, de 100 km/h. Et là, je le fais le petit bout parce que ça dure pas longtemps. Je réaccélère. Ça réaccélère bien. On a 200 chevaux. À 200 chevaux, une fois qu'on est à 100, ça se restabilise. On commence à entendre légèrement des bruits du vent. Le moteur, comme il est à régime stabilisé, c'est plutôt correct. Non, c'est plutôt intéressant. Un petit peu de bruit de roulement, mais c'est un goudron qui fait assez de bruit celui-ci. Et ça repasse tout de suite à 80. On va se remettre à 80 puisqu'il y a un radar juste après normalement. Hop, on se remet là. Mais non, c'est une bonne voiture. J'ai fait avec la Toyota Corolla, c'est le même moteur, le 2 litres 196 chevaux. Pas mal de routes, j'étais parti de Paris jusqu'à l'Auvergne et il me semble que j'étais aux alentours des 5 litres, hein, ce qui est vraiment très très intéressant. Et on peut tourner aux alentours de 4,5 litres si on conduit de façon éco. Toyota, ils sont vraiment bons là-dessus, hein. Franchement, il n'y a pas à dire. Là, j'en suis à une moyenne de 5 litres 1. Pas mal, hein. On continue, parce que là on est dans les montagnes, on est sur les hauteurs, donc ça nous a fait monter pas mal pour revenir jusqu'ici, et quand on va redescendre on va forcément réduire un petit peu ses consos, mais c'est intéressant. Et le fait également qu'on ait une voiture hybride,
L'avantage, c'est que quand on descend, on crée de l'énergie, donc ça veut dire qu'on peut rerouler un petit peu en électrique. Ce qu'on ne fait pas du tout avec une voiture essence. Une voiture essence, eh bien, quand on descend, on a juste le moteur qui tourne dans le vide sans consommer d'essence, on est à 0 litre, mais on ne recrée pas de l'énergie. Donc l'hybride, c'est franchement très intéressant, je trouve. Bon alors, me voici à retourner à l'endroit où je devais rendre cette voiture. Au final, c'est celle qui a consommé le moins, avec une moyenne à 4 litres 1 au 100 km. Vraiment pas mal, comme quoi le gros moteur, ça ne veut pas forcément dire tout le temps consommation supérieure, puisque des fois, c'était prouvé par Top Gear à l'époque, une Prius pouvait consommer plus qu'une M3 sur circuit, parce que quand on pousse plus un plus petit moteur plutôt que quand on utilise moins de ressources d'un gros moteur, des fois, ça peut être plus efficient. Donc voilà. Après, comme les autres versions que j'avais essayées, c'est très agréable. Il y a un plus de puissance et on sent clairement qu'il y a plus de puissance que sur le 1,8 litre en tout cas, le 140 chevaux. Alors oui, entre 140 et 200 chevaux, ça fait une sacrée différence. Après, entre cette version ou la 4 roues motrices, la 4 roues motrices consomme un petit peu plus. Après, je l'avais fait un petit peu plus forcé et autres, mais la 4 litres 1 sur ces conditions, alors il n'y a pas eu beaucoup d'autoroutes hautes, c'est beaucoup de routes à 60-80 sur l'île d'Ibiza ici. Franchement, c'est une bonne voiture, c'est confortable, c'est un look très sympa, c'est beaucoup plus moderne à l'intérieur, ce grand toit vitré. Bref, j'aime vraiment bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes OK avec ce nouveau design? Je trouve qu'il est vraiment atypique et le fait d'en voir partout là, je trouve ça sympa. C'est vrai que Toyota, quand même, a tourné une page déjà. Alors déjà qu'il faisait des voitures un petit peu atypiques, mais là, je trouve que c'est de plus en plus. Et ça permet de vraiment se démarquer. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, le petit pouce bleu comme ça, à vous abonner. On a déjà plus de 100 000. Bon, maintenant, on va tenter les 1 million. Il faut juste rajouter un petit zéro. Bon, merci à vous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas si vous avez des idées de ce que je peux essayer prochainement dans les commentaires. Allez, ciao!